bienvenue dans le Clubhouse de Dribble, votre émission consacrée au football luxembourgeois, la BGL League, la promotion d'honneur et aussi la sélection. On va le voir cette semaine avec les matchs internationaux. À mes côtés pour m'épauler aujourd'hui, une belle équipe avec, pour commencer, la personne qui est assise à côté de moi, à côté de moi. Il est fan de Mayence, il était au match d'ailleurs ce dimanche contre Fribourg. Ouais. Julien Sins est avec nous, le fan numéro 1 de Leandro Barreiro Martins. Salut Florian. Comment c'était ce match à Mayence? Pas terrible. Pas terrible. 1-1, il y a eu 1-1. Il y a eu 1-1, techniquement c'était pas flamboyant des deux côtés. Mais on a eu Mayence qui a égalisé à la dernière minute, donc c'était une très belle ambiance. Un peu déçu alors de cette expérience? Non, belle expérience, toujours une belle expérience. Ouais. La Bundesliga? Oui, oui, on n'est jamais déçu. Bon, de l'autre côté, lui il a passé je pense un mauvais week-end, c'est notre pilote à nous, fan de Charles Leclerc, qui a fini 7ème du Grand Prix, Thibaut Goetz. Ouais, salut Florian. Ouais, 6ème, ouais, Charles, c'était pas la course encore rêvée pour Ferrari. Ouais. Ouais, un peu déçu du résultat de ce Grand Prix d'Arabie Saoudite. Non, je crois que je vais arrêter de regarder tout simplement. Ce sera mieux pour Leclerc. Et à côté de toi, il porte le numéro 7, Daniel Damota, c'est un petit peu notre CR7 à nous aujourd'hui, on peut le dire. Salut Daniel, comment ça va? Salut, ça va. Bah, ça va. Résultat compliqué ce week-end contre le F91. Après, on joue le deuxième, donc c'est un peu normal, logique, mais il y avait des moyens. Bon, au programme aujourd'hui, en tout cas, pas mal de belles choses. On va revenir donc sur les résultats de ce week-end. On va aborder aussi un sujet qui fait un petit peu l'actualité en BGL League cette saison. C'est les coachs licenciés, déjà 9 sur 16 équipes cette saison. Donc on va essayer de voir comment expliquer ce phénomène. On va un petit peu débattre de ce sujet-là. Et puis évidemment, on va faire un point sur la sélection avec les 2 matchs à venir cette semaine. La sélection du Luxembourg de Luc Holtz, la Slovaquie. Julien, tu y seras d'ailleurs. Tu voyages beaucoup en ce moment. C'est l'Allemagne, la Slovaquie. C'est toujours bon de voyager. Ouais. De voir des pays. Et puis évidemment… Et les pays aux frais de route. Ouais. Puis évidemment le Portugal. Dan, ce week-end, dimanche, Luxembourg-Portugal. Ça va être très intéressant. Très intéressant. Puis ça sera l'occasion de voir notre petit duel entre Thibaut et Julien qui ne sont pas d'accord, vous le verrez. Peut-on devenir toujours international en 2023 en évoluant en BGL League? Vous aurez la réponse au cours de cette émission. Tout de suite, on va revenir sur les résultats de cette journée. Donc 21e journée avec la belle victoire de Pétange. Ça avait commencé dès ce vendredi, 4-1 face à Kerjeng. La fin de série du Progrès, qui était sur 9 victoires de suite. Match nul face à Monderkange, 3 buts partout. La Jeunesse qui poursuit son petit bonhomme de chemin, victoire 1-0 à Oostert. Le Racing défait face à Wiltz, le Racing qui rentre dans le rang, défaite 1-0. Il y a également le match nul de Strassen contre Eurosport 2-2. La victoire un petit peu poussive du Swift Espérange en toute fin de match face au Fola, une multitude d'occasions. Et le Swift qui a fini par trouver la faille en fin de match. Puis on l'évoquait avec toi Dan, la large victoire du F91, désolé. Pas de souci. Face à l'Etzela, 5-2. Et puis Differdange qui renoue avec la victoire 2-1. Au classement, Swift du Lange, toujours 3 points d'écart. La belle opération, c'est celle de Pétange, finalement, qui revient à 3 points du Progrès. 42 points pour Pétange, 45 points pour le Progrès. Le Racing un petit peu décroché, je le disais, 35 points. En bas, Oostert, Kerjeng, Monderkange, le Fola, toujours concerné par la lutte pour le maintien. Les gars, qu'est-ce que vous avez pensé? Qu'est-ce qu'on retient là, de cette 21e journée? Pour moi, ce serait le nul du Progrès sur le plus de Monderkange. Bon, après 9 victoires, forcément, il y a bien un moment où on arrête de gagner. Mais on voyait le Progrès éventuellement aller chercher les 2 premiers. Est-ce que c'est pas la preuve que ça va être difficile pour moi, pour le Progrès, d'aller chercher les 2 premiers? Il reste toujours la course pour la 3e place. Pour moi, c'est peut-être ça l'info du week-end. Oui, avec Olivier Ciancanelli qui a joué un petit vilain tour quand même à son ancienne maison, si on peut dire. Puis de mon côté, moi c'est la défaite du Racing, la 2e d'affilée. Et pour moi, là, ça devient compliqué de prétendre à l'Europe. Peut-être que maintenant la trêve internationale va leur faire du bien, mais ils vont reprendre en se déplaçant sur le terrain de la Jeunesse. Et ce ne sera pas évident non plus de relancer la machine. Et la Jeunesse qui peut recoller d'ailleurs au Racing. Au Racing, ouais. S'ils gagnent. Donc, Ils sont assez réguliers avec Pedro Rezende cette saison, depuis l'arrivée du… Ils ont peut-être trouvé maintenant leur rythme de croisière. Ouais, tout à fait, ouais. Dan, on va peut-être revenir avec toi sur
Tu peux ton résumé du match de ce week-end? Ce match ce week-end, à mon avis, on l'a pris trop à la légère. Pas à la légère, mais il y avait un manque de concentration par rapport au match qu'on a fait contre Esperance, où on était concentré à 200%. Vous aviez fait 2-2 pour rappel contre le leader. Exact, et même à la fin, si on peut gagner, on peut rien dire. Mais du Lange, on a entamé le match, on était trop loin de l'adversaire, donc on laissait trop d'espace. C'est une équipe qui joue le champion, tu laisses l'espace, ça punit tout de suite. C'est ce qui s'est arrivé au bout de 12 minutes, c'était 3-0 si je ne me trompe pas. Nous, on marque le 3-1, on a le 2-3 pour marquer, et eux nous marquent derrière le 4-2. Et pareil, on a le 2-4 pour marquer et eux marquent le 5-2. Puis deuxième mi-temps, ils ont géré, disons qu'ils ont géré, mais on était mieux en place et on s'est créé aussi des occasions. C'est pour ça aussi qu'on a su marquer le deuxième but. Tu penses que ça vous a tué ce scénario de prendre beaucoup de buts d'entrée de jeu? C'est ça. Et puis les joueurs qui ne sont pas habitués à ce rythme, ils se démotivent tout de suite. Donc c'est difficile de rentrer à nouveau dans le rythme de match. Et ça soit, c'est des joueurs inexpérimentés qui sont jeunes, donc ils n'ont pas cette expérience pour réagir tout de suite. Le motif d'espoir, c'est peut-être d'avoir inscrit 4 buts face aux 2 équipes de tête, avec la série de matchs à venir, une confrontation directe, notamment Kergen. Exact, donc c'est déjà pas mal d'avoir marqué 4 buts aux 2 premiers du classement, tandis que l'année dernière, on a perdu 2 fois 4-0, à domicile contre Esperance et à Dudelange 4-0. Et là, c'est à prendre les 3 prochains matchs, que c'est Kergen, Rosport et Vite, si je ne me trompe pas. Donc, c'est des concurrents directs qu'il faut prendre des points pour aller chercher les places de barrage, quoi. Je le disais en préambule, 9 entraîneurs licenciés en BGL League. Est-ce que c'est trop? Comment vous expliquez ce phénomène? Finalement, je pense qu'au niveau des chiffres, on se situe un peu sur la même tendance qu'on observe depuis quelques saisons. On est toujours à 7, 8, 9, et à peu près toujours à chaque fois la moitié des entraîneurs qui finissent pas la saison. Donc oui, finalement, on est toujours sur la même logique. On a toujours un seul ressort quand on est président de club, c'est de changer l'entraîneur quand la situation ne va pas. C'est plus facile que de changer toute l'équipe. Et puis il y a toujours ce fameux déclic psychologique qu'on essaye de provoquer. Et des fois ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas. On voit là avec Henri Bossy, malheureusement, au Stert, ça n'a pas payé. Après, globalement, j'ai pas l'impression que ça paye beaucoup, je trouve, cette saison. Parce que, mis à part le Fola, où on voit que Stéphane Benzi a quand même apporté un vent de fraîcheur, il a eu tout le temps de la trêve hivernale pour mettre en place des choses. Les autres clubs, on n'a pas l'impression qu'il y a eu un grand changement. Je pense à Differdange, ils ont remplacé Rezende par Léonie. La dynamique n'était pas meilleure et on voit que finalement, est-ce que c'est la bonne solution? Effectivement, à chaque fois qu'il y a une mauvaise passe dans un club, c'est l'entraîneur qui trinque. Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir à plus long terme et continuer parfois avec le même entraîneur, quitte à passer des mauvaises périodes? Je sais pas. Rezende d'ailleurs qui est devant Differdange au classement avec la jeunesse. Je vais rappeler un petit peu la liste. Donc Marc Thomé, c'était la semaine dernière du côté de Kergen. Il y a eu Stéphane Léoni donc du côté de Differdange. On a eu Neil Pattinson du côté de Letzela, Christian Lutz à Strassen, Miguel Correa au Fola, Henri Bossy à la jeunesse, Pedro Rezende, je le disais, à Differdange, Dizis de Souza plus récemment aussi du côté de Montnerkange, remplacé par Olivier Ciancanelli. Et on avait également Lars Schaeffer donc, du côté d'Ostert. Toi, comment tu le vis, toi d'ailleurs, toi en tant que joueur, comment les joueurs reçoivent ça, le changement d'entraîneur? Est-ce que ça a un réel impact? Ça peut avoir un impact. Après, ça dépend toujours de la philosophie du coach qui vient et tout ça. Mais ça dépend tout des caractères des joueurs qui t'as dans le vestiaire. Si déjà dans le vestiaire il y a des confrontations entre joueurs, tu peux mettre n'importe quel entraîneur là, ça va rien changer. Donc, après, ça dépend des équipes, les objectifs qu'ils ont et tout ça. Donc nous, je parle de nous parce qu'on a eu un changement de coach en octobre, je crois. Donc parce que le coach, ça faisait 3 ans qu'il était là, donc le club a estimé d'avoir un nouveau vent dans l'équipe et ils ont pris 2 jeunes qui étaient dans le club. Donc un, c'est le coach, c'est Bruno Alves, qui était coordinateur des jeunes, et l'autre, c'est mon frère qui est coach adjoint, qui était entraîneur des U19.
Donc ils ont pris pour leur donner une chance parce que c'est deux entraîneurs qui sont en train de faire leur licence. Mon frère il passe le B, Bruno je crois qu'il est aussi en train de faire le B ou le C, n'importe. Mais ça lui permet d'acquérir l'expérience mais c'est pas facile de prendre un groupe comme le nôtre. Donc c'est beaucoup de caractère. L'attitude, il faut instaurer l'attitude, la discipline et ainsi de suite. Et en tant qu'entraîneur, en tant qu'être jeune, c'est difficile parce que le travail qu'ils font, c'est vraiment rien à voir avec le coach qu'on avait avant. Donc c'est vraiment, il y a une idée aux entraînements, il y a une philosophie, le pour et le pourquoi. Donc c'est vraiment bien tout structuré. Après, c'est nous les joueurs qui devons faire la différence parce que le coach il peut pas jouer. Non, c'est clair. Est-ce que quand on est un joueur expérimenté, est-ce que c'est pas un peu étrange de se retrouver avec un entraîneur plus jeune que soi, par exemple? Non. Franchement, moi, non. Après, moi, en tant que joueur expérimenté, moi, je parle souvent avec les coachs ou d'autres joueurs, je parle avec le coach, mais j'ai toujours parlé avec les coachs, donc donner les idées et tout ça. Et après, tu peux pas trop, en tant que joueur, interférer dans leurs idées de jeu. Sinon, passe-toi coach. Donc moi, on m'a posé la question, ça fait pas bizarre que ton frère soit ton coach? Moi, j'ai dit, sur le terrain, c'est mon coach. En dehors du terrain, c'est le frère. Donc il y a le respect coach et le respect frère. Donc il faut quand même être conscient de ça. À titre d'indication, j'ai regardé un petit peu ce qui se fait à l'étranger. Il y a eu aussi 9 coachs virés du côté de la France en Ligue 1, une dizaine aussi également en Belgique. Est-ce que vous pensez que c'est monnaie courante finalement d'avoir presque plus de la moitié des entraîneurs qui finissent pas la saison malheureusement? Oui, finalement, parce que dans le foot, on veut avoir des résultats rapidement et on n'a jamais le temps finalement de laisser une situation pourrir, hein, entre guillemets. C'est chercher la facilité en fait. Oui, c'est ça, et peut-être même parfois au détriment des joueurs. À Differdange, Pedro Rezende était a priori assez bien apprécié des joueurs. Il a été licencié pour faute de mauvais résultats ou des résultats pas en adéquation avec l'objectif. L'arrivée de Stéphane Loewy, alors Stéphane Loewy c'est un bon entraîneur, mais est-ce qu'il avait l'approbation des joueurs dès son arrivée? Peut-être pas. Peut-être que eux, ils avaient peut-être envie de continuer avec Pedro Rezende, donc quelle est la solution? Est-ce que le président a écouté les joueurs? Après, Differdange, j'ai joué à Differdange, donc on a fini deuxième. Et après, il y a eu trop de changements de joueurs, il y a trop de nouveaux joueurs qui sont arrivés. Et pour moi, tu finis deuxième ou troisième, tu reprends 4 nouveaux joueurs pour améliorer l'équipe que tu avais et pas presque la moitié du noyau que tu changes. Et ça peut aussi jouer dans les cartes. Donc, mais c'est vrai que les joueurs avaient confiance en Pedro Rezende. Donc, après, il fait son travail à la jeunesse. La jeunesse, avant qu'il arrive, ils avaient 2 victoires d'affilée. Il arrive et là, ils sont devant Differdange. Donc, les résultats parlent pour lui. Hein. Oui, clairement. Ouais. Il y a un autre phénomène aussi dont j'ai envie de parler, c'est le fait que ce soit finalement régulièrement les mêmes entraîneurs qu'on revoit aussi dans ce circuit-là en BGL League. Thibaut, est-ce que tu penses que c'est clairement un problème et que c'est clairement néfaste pour le championnat? On a l'impression des fois d'être un peu dans un jeu de chaises musicales finalement et qu'on a très peu de candidats pour aussi très peu de postes. Hein. Donc on retrouve souvent les mêmes visages. C'est vrai que bon, heureusement à Ettelbruck on a aussi des coachs un jeune qui arrivent. Et espérons qu'on assiste à l'éclosion d'une nouvelle génération d'entraîneurs, oui, parce que c'est vrai qu'on tourne un petit peu en rond. Ouais, Luxembourg, tu sais que tous les coachs ils font presque toutes les équipes au Luxembourg. Voilà. Oui. C'est pour ça quand je dis néfaste, c'est pour le renouvellement des entraîneurs dans le championnat. Il y a des jeunes entraîneurs qui sont en train de passer leur licence et en promotion d'honneur, t'en vois beaucoup. Mais comme ils n'ont pas encore de nom, c'est difficile que les clubs de BGL League les prennent et que les mettent sous contrat parce qu'ils ont certains objectifs et ils ont l'expérience nécessaire pour atteindre ces objectifs. Il faut leur donner les confiances. Donc, c'est pour ça que c'est plus facile d'aller chercher un entraîneur qui a déjà entraîné telle et telle équipe. Donc, ouais, après, c'est un phénomène qu'on retrouve un peu dans plusieurs pays. En France, on suit un petit peu le championnat français.
on retrouve aussi souvent les mêmes entraîneurs qui font des va-et-vient entre les mêmes clubs. Alors, il y a de plus en plus de jeunes coachs mais qui n'ont parfois pas autant de diplômes que des entraîneurs expérimentés qui arrivent tout aussi bien, voire même mieux. Est-ce qu'au Luxembourg, ils vont suivre la même dynamique? On l'espère. Enfin, c'est tout ce qu'on demande finalement, d'avoir des nouvelles. Des entraîneurs novateurs. Après, le diplôme, c'est seulement un diplôme. Hein. Il faut le passer, ce qui est normal. Mais si je prends l'exemple du coach de Sporting, il n'avait pas encore son diplôme, mais il a fait quand même champion. Donc il acquiert l'expérience au fur et à mesure de. Après, je crois que maintenant il a passé son diplôme, il a réussi. Mais il était en cours de passation, donc un diplôme, ça veut tout et rien dire. Donc il y a beaucoup qui ont un diplôme, mais ils n'ont jamais joué au foot et tout ça, ils ne comprennent rien au foot. Donc, mais c'est pour ça. Donc, Et toi, quel est le coach qui t'a le plus marqué dans ta carrière, Dan? Du Lange, c'était Dino Topmöller. Lui, c'était vraiment le coach par excellence. Donc, comme il vit le foot, comme il t'apprend le foot et sur le terrain, technique et tout ça, c'est vraiment. En plus, à l'époque, quand il est venu à Dulange, il faisait ses premiers pas d'entraîneur. Et maintenant, on le voit où il est. Donc, après, coach luxembourgeois, pour moi, c'est Lucols qui. J'ai joué avec lui à Ettelbruck, donc ça fait 20 ans que. 21 ans que je connais. Et du jour où je l'ai connu en tant que coach, joueur, jusqu'à maintenant, il a aussi progressé énormément. Donc, comme coach luxembourgeois, c'est lui le meilleur. Et après, le coach, pour moi, c'est Topmöller que j'ai eu. C'est bien qu'on parle un petit peu de toi. Ça va être l'heure, justement, de parler de toi. C'est l'heure de l'interrogatoire. Bon, on parlait des entraîneurs. Première question, elle est un petit peu facile, on va dire. Est-ce que Dan peut devenir entraîneur à la fin de sa carrière? Oui, ça dépend quand c'est ma fin de carrière. Ouais. Ouais, 37 ans déjà, est-ce que c'est ta dernière saison finalement en tant que joueur? Vu les circonstances cette année, saison difficile et tout ça, je penche plus pour arrêter et de faire entraîneur ou autre chose. Avec ton frère? Pourquoi pas avec mon frère, donc c'est pas parce que c'est mon frère que je peux pas le faire, mais lui franchement il est sérieux dans ce qu'il fait, donc j'admire ça. Parce que je ne m'attendais pas à ça, donc il a toujours joué à bas niveau, promotion d'honneur et première division, mais comme il vit le football maintenant, c'est vraiment impressionnant. Mais après, c'est à voir si je fais la licence au Luxembourg ou si je fais en France, donc, parce qu'au Luxembourg, ça prend quand même longtemps à avoir sa licence entraîneur, et en France, je sais qu'il y a des modules spéciaux pour les joueurs internationaux qui ont fait sans sélection pour passer d'autres modules. Donc, suivant l'information que j'ai reçue, après je dois avoir encore confirmation. Mais c'est envisageable que je fasse entraîneur. Et ça fait plus de 20 ans même que tu as commencé en BGL League. Comment est-ce que tu vois l'évolution du championnat depuis? J'ai commencé à 16 ans et demi, en équipe première à Ettelbruck. Et pendant 2 ans, je jouais 5 minutes, 10 minutes, donc je marquais mes buts. Et là, je suis à presque à 430 matchs en BGL, c'est quand même. C'est quand même. Celui qui a le plus, c'est mon. Le Joubert, il a plus de 500 matchs. Mais le niveau, il a évolué depuis en 20 ans. Je dis c'est dans les 5, 6, 7 dernières années, le niveau a vraiment bien évolué suivant les résultats de l'équipe nationale, suivant les résultats de Dudelange en Europa League. Donc tu as beaucoup de joueurs qui viennent, des bons joueurs qui viennent au Luxembourg. Et ce qui est bien, c'est les jeunes luxembourgeois qui partent à l'étranger. Donc c'est une fenêtre une vitrine pour les jeunes luxembourgeois de se montrer, s'ils font un bon championnat ici, de partir à l'étranger. Ouais. Quand tu vois l'évolution du championnat, est-ce que tu aurais préféré débuter actuellement plutôt qu'il y a 20 ans?
J'aurais bien aimé avoir 10 ans au moins. Ce serait plus facile de partir à l'étranger. Qu'à l'époque, quand tu disais que tu étais luxembourgeois, de toute façon, les clubs, tu n'étais pas pris au sérieux. Donc là, maintenant, tu dis que tu es luxembourgeois. Ah ouais, tu coûtes pas cher et ils te revendent plus tard pour beaucoup d'argent. Donc c'est une manne financière aussi. Donc, en fait, à 15 ans, j'ai signé au Kaiserslautern. À 15 ans. Et sauf que l'année-là, je devais partir en août. Et en juillet, il y a je ne sais pas si la FIFA ou la fédération allemande, tu ne pouvais pas être éloigné de tes parents plus que 200 km. Voilà, oui, cette fameuse règle. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne suis pas parti. Donc, et après, il n'y a plus eu de suite. Donc je n'allais pas demander à mes parents de déménager. On est 4 frères, donc venez déconstruire. Donc, mais peut-être la vie aurait changé, mais bon. Mon parcours, je ne regrette rien. Après, comme je dis, j'ai eu des contacts à gauche et à droite, mais toujours pareil, c'était luxembourgeois, donc c'est difficile de te faire signer. Je parle de ça il y a 15 ans en arrière. Malgré ton statut international, le nombre de sélections, etc. Ouais, parce que en fait, le jeu qu'on produisait en sélection, quand j'ai commencé, c'était en 2007 avec Guy Ehlers, on défendait. On ne jouait pas, on défendait. Même si j'étais attaquant, c'était difficile. Donc c'était balancer le ballon devant et attendre à nouveau qu'il nous attaque. Et c'est depuis avec Luc Holtz en 2009 quand il est venu, on a commencé à produire du football. C'était pas difficile ni pour lui ni pour nous parce qu'on n'avait pas les joueurs de qualité qu'il y a maintenant. Et c'est pour ça que je dis, ça fait 5-6 ans que maintenant que Luxembourg il est aussi attractif. Et il y a 5-6 ans, j'avais 32, donc, donc pour prendre des joueurs comme moi à l'étranger, en équipe pro, les équipes pro, ils ne prennent plus. Hein. Maintenant, si t'es jeune, ils te prennent. C'est en 17-18, tu dois être déjà un joueur confirmé. Et il y a 15 ans en arrière, c'était à 32-33, on te prend parce que tu as l'expérience. C'est vraiment l'inverse maintenant. J'allais revenir du coup sur le Luxembourg-Portugal. Tu as marqué un but contre le Portugal en 2012. Exact. C'est ton meilleur souvenir en sélection ou tu en as peut-être un autre? Contre son camp, contre Portugal, c'est le meilleur souvenir, c'est vrai. Ouais. Mais en plus, c'était le premier match de la campagne. À domicile, tu mènes 1-0 contre une équipe d'un tel renommé comme ça, c'est énorme. Et à la fin, tu perds 2-1, avec un peu de regret, parce que le deuxième but qu'on prend, tu peux l'éviter. Mais c'est un très beau souvenir, et bon, encore aujourd'hui, les gens me le rappellent, ça fait maintenant 11 ans maintenant. Mais des beaux souvenirs, j'en ai eu aussi contre la Biélorussie, on gagne 1-0 en Biélorussie, à l'époque de Guy Ehlers. Donc personne ne nous attendait, à la fin on marquait un but. Et puis contre la France, on fait 0-0 contre la France. Après la victoire à domicile contre Biélorussie aussi, où là j'ai marqué aussi. Donc mais il y a toujours tous les matchs que j'ai fait, c'est des beaux souvenirs, à part les matchs qu'on a pris vraiment des tôles, comme contre l'Israël, contre la Suède. Il y a eu la Suède juste après la France. Après la France, 8-0. Chaque frappe, c'était un but. Hein, en plus, si on regarde les buts, on peut rien dire. Non, mais franchement, c'est des beaux matchs. Même à domicile contre l'Irlande du Nord, on fait, je crois qu'on gagne 3-2 à la fin. Donc, c'est... Et parmi les joueurs qui composent la sélection actuellement, lequel tu prends plaisir à avoir joué, lequel tu trouves un peu qui te rappelle aussi ton style peut-être? Mon style, il n'y en a pas. Parce que mon style, c'était... à la base, moi, je suis attaquant, donc moi j'étais le joueur, j'attendais le milieu de terrain et cours et vas-y, tu marques. Après, j'ai dû m'adapter pour jouer en équipe nationale, donc je faisais les 16 mètres pour défendre et attaquer. Donc là maintenant, en ce moment, tout ce qui est milieu offensif, ils défendent déjà moins. Donc ils ont déjà plus de force pour faire la différence devant. Mais les joueurs que je prends plaisir à regarder, c'est Leandro Barreiro, lui c'est vraiment, et Kiki Martins, donc les deux dans l'axe, c'est des piliers, donc si tu les as pas, c'est difficile. Donc après devant, c'est clair,
as un Sinani, donc tu as un Gerson, donc puis tu as les jeunes qui viennent derrière, c'est comme Evandro qui peut progresser encore s'il reste pied sur terre, donc c'est un bon entourage, donc il peut progresser. Tu as Mathis qui joue à Köln. Donc c'est aussi un Olesen, exact. Donc après derrière, Mika Pinto il est arrivé dans l'équipe, personne ne le connaissait, on le connaissait si, mais son jeu on le connaissait pas trop, donc c'est le patron, l'arrière gauche c'est le patron, donc un Dirk Carlsen va avoir du mal à lui enlever la place, donc tandis qu'avant Carlsen c'était le prochain arrière gauche et voilà quoi. 101 sélections avec le Luxembourg. Est-ce que tu es un petit peu déçu de ne pas être le plus capé à une sélection près? Mario Mouch, il te devance 102 sélections. Oui, exact. En fait, c'est 101, 102, mais le match de Belgique a été annulé, donc c'est 100 et 101. Ah, ok. Et c'est toujours une décalage. C'est vrai, j'aurais pu avoir déjà plus que lui, parce que en 2 ans maintenant que j'aurais pu être appelé, malheureusement, j'étais pas appelé. Donc j'aurais pu dépasser Mario Mouch. Rien que cette semaine, si tu étais appelé, tu faisais les 2 matchs, c'était réglé. C'était réglé, ouais. Portugal en plus, tu finissais comme ça. Magnifique. Exact. J'ai jamais dit que j'arrêtais la sélection. Donc. Luc Holtz, si vous nous regardez, il y a un candidat là pour cette semaine, si jamais il y a un petit pépin physique. Ouais, mais après c'est normal, tu as tous les jeunes qui sont à l'étranger, qui sont dans des clubs pros, donc ils s'entraînent toute la semaine avec les pros. Dommage que la plupart ils jouent pas ou ils n'ont pas assez de temps de jeu avec l'équipe pro, mais ça va venir, donc il y a un beau progrès. Et pour moi, si ça continue comme ça et que les joueurs progressent dans le bon sens, je dirais dans 3-4 ans on sera qualifié pour quoi que ce soit, donc j'en suis sûr. Bon, j'ai préparé des petites questions un peu plus rapides. J'ai appelé ça le tac au tac, il faut que tu répondes. À chaque fois, il faut que tu choisisses, il faut que tu répondes du tac au tac comme son nom l'indique. J'ai à dire oui ou non ou... Tu dois choisir entre 2 ou 3 options. Benfica, Porto, Sporting, je te laisse le... Porto. Porto. Ouais. Porto. Real ou Barça? Il y a eu le Classico hier. Real. Real. Très bon choix. Haaland ou Mbappé? Actuellement, Haaland. Basket ou tennis? Basket. Crampon moulé ou crampon vissé? Moulé. Frappant enroulé ou frappant force? En force. La pelouse de l'Etzela ou la pelouse du F91? Franchement, c'est kiff-kiff. Hein. Je crois que c'est l'Etzela. Le Swift ou le F91 champion cette année? Swift. Dani Mota ou Dan Damota? Dan Damota. Le Luxembourg, il sera à l'Euro 2024 ou pas? Ça va être difficile, mais on sait jamais. On y croit. On y croit? Ouais. Bon, c'est bien, ça nous fait la transition avec la prochaine partie. On va faire le point sur la sélection du Luxembourg. Juste avant de faire le point sur cette trêve internationale, on va faire une petite promotion du dribble numéro 46 qui paraît cette semaine, qui sera distribué au stade d'ailleurs ce week-end lors de Luxembourg-Portugal. On a consacré tout un dossier au Luxembourg et au Portugal avec un entretien donc, de Pedro Rezende notamment et de Mika Pinto dont tu parlais juste avant. Tu m'as fait la passe décisive, ça j'apprécie. Donc, qui a un sacré parcours, qui a été notamment formé au Sporting Portugal et qui est aujourd'hui au Sparta Rotterdam, indéboulonnable. Donc voilà, un petit point aussi sur la Seleção de Roberto Martinez, le nouveau sélectionneur. On a également René Peters et puis un petit article sur Leandro Barreiro qui brille du côté de Mayence. Donc on va évoquer la liste de Luc Holtz pour cette semaine. Le retour de Christopher Martins, tu en as parlé aussi. Tu fais beaucoup de passes d'ess aujourd'hui, tu es assez altruiste, c'est bien. Content que tu sois venu. Donc qui n'était plus appelé depuis le mois de juin, qui était blessé lors des derniers rassemblements. Lui qui joue du côté du Spartak Moscou. Luc Holtz qui a laissé quelques petits jeunes à disposition des U19 qui disputent également les qualifs pour l'Euro. Et 2 joueurs de BGL League, donc Ralf Schoen, le gardien de Wiltz, et David Sinani, appelé une nouvelle fois par Luc Holtz. Quel est votre avis sur cette liste? Bon, sélection, liste plutôt cohérente. Ouais. Il n'y a pas d'Andamota quand même. Il n'y a pas d'Andamota, c'est peut-être la seule ombre au tableau. Ouais. C'est un petit peu le scandale de cette liste, on peut le dire. Ouais. Non, mais au niveau des jeunes, en tout cas, le fait qu'il les laisse à disposition de Mario Mouch pour les U19,
Ça, c'est assez cohérent parce qu'ils ont aussi des matchs assez importants à jouer. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de surprise dans la liste. Peut-être David Sinani qui me semblait un peu moins bien ces derniers temps avec Dudelange, un petit peu comme la période de Dudelange. On l'a relancé hier. Exactement, Triplé. Il a mis un triplé. Mais sinon, une liste plutôt cohérente et avec pas vraiment de surprise. Peut-être surprise, non? Ouais. Ton avis sur la liste, Dan? Bah, surprise qu'il n'y a pas mon nom. Moi. Non, sinon, c'est comme il dit, il n'y a pas de grande surprise. Peut-être le jeune gardien qui a appelé. Mais sinon, il n'y a pas de grande surprise. Il y a toujours de moins en moins de Luxembourgeois qui jouent au championnat luxembourgeois qui sont appelés. Donc c'est pour ça que tous les jeunes ils veulent partir à l'étranger pour avoir cette option d'être rappelé en équipe nationale. C'est une très bonne nouvelle, le retour de Chris Martins au Spartak Moscou, qui a connu quand même, bon, c'est pas une période facile pour les joueurs en Russie. C'est clair. Bah, il ne pouvait pas deviner ce qui s'est. Donc après voilà que c'est dans le championnat il a su montrer et faire la différence et être un pilier aussi de l'équipe. Malheureusement il y a eu cette blessure qu'il a pris son temps, il a décidé de prendre son temps aussi de bien récupérer pour revenir en force, donc c'est pour ça que ça a pris aussi autant de temps. Et je suis content pour lui qu'il soit à nouveau en sélection et qu'il peut se défouler un peu, espérons qu'il n'y aurait pas de blessures. Et avec les deux, Barreiro et Kiki Martins au milieu, ça va être difficile de les passer, quoi. Je le disais, 2 joueurs de BGL League dans cette liste, ça nous amène à notre duel. Peut-on être sélectionné en 2023 avec le Luxembourg tout en étant joueur de BGL League? C'est l'heure de notre duel. Bon les gars, je vais sortir le chronomètre. Ah bah non, j'ai pas mon téléphone, donc je vais le prendre sur la montre. Le chrono, ça tombe bien, c'est fait pour ça. Vous n'êtes pas d'accord sur cette fameuse question? Peut-on être international en jouant en BGL League? Qui veut commencer? Là, il faut se lancer. Pas de bagarre. Qui veut commencer? Le plus jeune d'abord? Allez, le plus jeune Honneur d'abord. à Julien. Ouais. Allez, je te laisse 45 secondes chacun pour vous défendre. C'est très bien. Quand tu veux, c'est parti. Alors en 2023, oui, il peut encore y avoir des joueurs jouant en BGL League, la preuve, vu que Ralph Schoen et David Sinani y sont. Dans les prochaines années, par contre, je pense que non, je suis quasi certain que non, avec le nombre de joueurs qui signent dans des clubs professionnels et qui commencent à jouer dans des niveaux plutôt intéressants. Alors il y aura toujours Ralph Schoen, pour moi, tant qu'il n'aura pas pris sa retraite, il sera dans la liste et c'est normal. Après, au niveau des joueurs de champ, il reste David Sinani. Luc Holtz l'a dit en conférence de presse. Avec le temps, il y en aura de moins en moins. Donc pour moi, il y en aura plus d'ici 1 ou 2 ans. Il y aura toujours quand il y aura des pépins physiques pour certains en pro, il y aura peut-être 1 ou 2 appelés de BGL League, mais pour moi, l'écart de niveau entre la BGL League et le monde professionnel est tellement grand qu'à un moment, il y aura plus de choix pour prendre des joueurs de BGL. Je t'ai laissé 1 minute, je t'ai laissé 15 secondes de rap, je suis gentil, donc Ouais. Thibaut aussi aura 1 minute. Après, oui, c'est difficile de. Mais bon, je vais quand même me faire l'avocat du diable, quoi. oui. Et bon, Bon, allez, c'est parti. la proportion de joueurs qui jouent en BGL League, elle diminue très fortement depuis quelques années. Mais oui, on a toujours des profils comme Ralph Schoen qui joue à Wiltz et qui, je pense, est quelqu'un d'important dans le vestiaire aussi de l'équipe. Et après, bon, on a David Sinani, il est régulier quand même depuis quelques saisons déjà. Il fait partie des meilleurs joueurs du championnat, donc est-ce que c'est aussi une forme de récompense pour lui? Voilà, mais c'est sûr que dans l'avenir, il faut s'attendre peut-être à avoir une liste un jour sans aucun joueur jouant au Luxembourg. Ouais. Bon, il a été plus concis que toi, il n'a pas profité de la minute que je lui avais laissée. Dan, pour trancher, pour répondre, est-ce qu'on peut toujours à l'avenir évoluer en BGL League et être international? Bah, je rejoins son opinion. Je ne crois pas que ça va durer 2 ans. Donc, à moins que tu aies vraiment des pépites qui ressortent. Mais les pépites, elles sont dans les U19 où il y a Mario Mouch qui est le coach. Et déjà, plus de la moitié, ils jouent à l'étranger. En Allemagne. Après, est-ce qu'ils arrivent à faire le cap
et rester constant, parce qu'à l'époque on avait aussi beaucoup de joueurs qui étaient dans les équipes jeunes professionnelles, et à 21, 22 ans ils sont revenus. Je reprends Florian Bonnert qui est revenu, et là il est reparti. Donc à mon avis ils vont revenir, et peut-être ils auront l'occasion de repartir. Mais c'est vrai que de moins en moins, si les pros U19 ils restent à l'étranger, ça va devenir de plus en plus difficile d'appeler des joueurs qui sont ici, à moins que c'est vraiment des pépites mais si c'est des pépites, ils vont à l'étranger. Donc, ouais, exactement. Après, la chance que pourraient avoir les joueurs de BGA League, c'est que au niveau offensif, encore pour l'instant, c'est assez limité au Luxembourg. On a Sinani, on a Rodriguez, on a Ivandro Borges qui arrive depuis pas longtemps et qui commence à prendre sa place au sein de l'effectif. Mais à part ces trois-là, en attaque, ça reste encore léger. Il nous manque encore un vrai buteur. Ça va dépendre tout d'Dani Mota si un jour il se décide pour Luxembourg. Est-ce qu'il a joué avec les espoirs du Portugal justement? Exact, donc là il a quoi, il a 22 ans, 23 ans. Donc, ouais, même 24, je crois, il est 80 ans. Donc il attend encore que l'équipe A le prenne. Mais je dirais, tant qu'il reste à Monza et qu'il ne joue pas dans un club vraiment bien renommé, à mon avis, ça va être difficile pour lui d'intégrer l'équipe A, vu les joueurs qui sont autour. Donc pour moi, à 26, 27 ans, il va prendre sa décision, à mon avis. Parce qu'il manque des vrais numéros 9, ça c'est un phénomène qu'on voit un peu partout. Oui, un vrai numéro 9, comme à l'époque, tu avais Dave Turpel, Aurélien Joachim, donc c'est des vrais numéros 9 des loups de la surface. Donc, et en ce moment, tu as plus des joueurs ailiers, techniques, mais après dans la surface, tu n'as pas celui qui tient le ballon dos au but et tout ça. Donc après, est-ce qu'on a besoin? Donc c'est ça, parce qu'on s'est créé quand même beaucoup d'occasions, on a marqué beaucoup de buts, n'importe contre quelle équipe. Genre, la Turquie, c'est difficile de jouer contre la Turquie, et chez eux, on fait 3-3, donc c'est déjà un exploit de marquer 3 buts à une équipe comme ça. Donc, après voilà, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un numéro 9 ou pas? Mais c'est vrai que Dani Mota, s'il décide et qu'il vient, c'est déjà un autre pilier dans l'équipe, une autre référence, même voilà, et pour les défenseurs adverses, ils savent, ok, on va quand même garder nos distances. Et voilà. Ouais. Après, là, en 2023, il peut y avoir encore des joueurs de BGA League, et Sinani, grâce à ses statistiques aussi, c'est pas du tout un scandale qu'il soit dans la liste. Non, pas du tout. Pour moi, il a sa place. Alors, il sera sûrement pas titulaire, mais il peut avoir son mot à dire dans la rotation. Exactement, déjà. Ouais. Est-ce qu'un Arthur Abreu, par exemple, de Pétange, qui brille avec Pétange, est-ce que des joueurs comme ça, finalement, peuvent espérer être appelés un jour? Ça tout dépend aussi du sélectionneur, hein, de ce qu'il souhaite apporter à l'équipe. Compliqué de répondre. Parce que, je dirais, Abreu, ça fait quand même longtemps qu'il est dans la grande élite, donc, mais il n'a jamais été rappelé. Donc, et maintenant qu'il y a de plus en plus de pros qui sont en sélection, ça va être difficile. Pour moi, ça va être difficile qu'il soit rappelé. À moins que maintenant il claque 50 buts à l'année, donc ou qu'il fasse encore le pas à l'étranger. Alors oui, mais maintenant, je dirais que ça va être difficile pour lui. Donc. Après, c'est un peu ce qu'on pensait aussi de David Sinani. Hein. Il était très performant depuis la saison où le Fola a été champion. Il n'a pas été appelé pendant près de 2 ans, personne ne le comprenait. Il a été appelé pour la première fois. Il a refusé, donc ça fait même pas 1 an qu'il a été appelé pour la première fois, alors qu'il aurait pu être appelé il y a déjà 2 ans. Hein. Donc tout est permis pour un joueur comme Abreu qui est peut-être dans la meilleure saison de sa carrière. Sur un bon jour que lui colle Sina, il peut l'appeler. Ça dépend toujours du coach. Hein. Après, comme je dis, Abreu, j'aime bien son style de jeu. C'est vraiment. Il se bat de la première à la dernière minute, il fait la différence, il est rapide, devant le but, il marque, il donne à marquer. Donc, après, la question c'est toujours, si tu l'appelles, qui tu vas enlever au poste offensif? Tu t'enlèves un Ivandro Borges qui est en pro pour mettre lui, t'enlèves Gerson pour mettre lui. C'est toujours difficile. Et pour prendre lui et le laisser sur le banc, ça, même pour le joueur, c'est pas. Ouais, et puis là, peut-être que la présence de David Sinani,
joue grâce à l'absence d'Olivier Thiel, que Lucols a décidé de ne plus prendre. Si Olivier Thiel était toujours en sélection, est-ce que Sinani aurait été appelé aujourd'hui? Peut-être pas, c'est ça. Non, c'est juste. C'est une absence dans la sélection qui fait qu'il y aura un joueur de BGL. Bah, je dis, le moment où moi j'avais 30 ans ou 31 ans, j'ai eu une discussion avec Lucols aussi. Il a fait venir tous les anciens, en fait, tous les vieux. À l'époque, c'était vieux déjà. Et il m'a posé aussi la question si ça me dérangerait pas d'être remplaçant. Et moi, j'ai dit, mais bon, j'ai pas de souci. Donc, tant que je sais que je suis pas dans les titulaires, moi, je sais que je vais pas être dessus. Et en fait, en fin de compte, il y a eu tellement de blessures que j'ai fait toute la campagne titulaire. Donc, ça va tellement vite que voilà. On parlait des internationaux qui sont pris avec le Luxembourg, mais il n'y a pas que dans le championnat. Il y a quand même d'autres internationaux. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui sont appelés par d'autres sélections. Thibaut, je pense qu'on peut faire le point là-dessus, avec notamment Kai Merck de Pétange. Voilà, Kai Merck, le joueur de l'Union Titus Pétange, hein, qui fait partie des très bons joueurs de cette équipe, qui a été appelé avec le Kirghizistan. C'est pays d'Asie centrale et avec le. C'est une vraie surprise. Voilà, c'est une vraie surprise puisqu'il a aussi de nationalité allemande, mais visiblement il a aussi des racines et des origines kirghizes, donc ce qui lui permet de prétendre à une sélection avec ce pays. Et il va disputer 2 matchs de Coupe d'Asie des Nations face à la Birmanie samedi et contre l'Inde mardi. Voilà, c'est un petit peu exotique. Ouais. Sinon, on a aussi Silvio Wassiero qui est appelé avec Madagascar. On a également Christopher Mafumbi aussi qui a été rappelé avec le Congo, Brazzaville, et on a aussi Glenn Abimana de Rosport aussi qui va disputer avec le Rwanda 2 matchs contre le Bénin et l'Éthiopie. Okay. Voilà. C'est un ancien joueur de BGL qui a été appelé en équipe d'Algérie. Voilà, on a aussi qui va jouer sous le nom de Kevin Guitoun, voilà, oui, c'est ça. Pour des raisons de papier, il devait porter le nom qui figure sur le passeport. C'est ça, oui, voilà. Mais c'est une bonne nouvelle en tout cas pour le championnat, oui. Ouais, ça montre qu'on peut réussir en partant à l'étranger, totalement. Bon, on approche de la fin de cette émission, il reste juste le petit point sur les résultats de promotion d'honneur qu'on n'a pas encore évoqué. Là, il y a eu pas mal de surprises ce week-end, défaite de Chifflange. 5-3 face à Canac, défaite de Bétambourg qui perd son fauteuil de leader, défaite 4-2 face à Rodange, défaite de Rumelange face au Maris Commerce avec un nouveau bijou de Benjamin Brèche qui a lobé le gardien adverse dans la lucarne, magnifique, 22e but de la saison et victoire de 1 et Mersch qui reprend la tête de cette promotion d'honneur. Young Lister qui prend un peu d'air sur la zone rouge, Chiren toujours malheureusement lanterne rouge avec 9 points. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les gars, j'espère que vous avez passé un bon moment. Dan aussi. Ouais, j'espère que ça super. Ouais, super. Désolé, t'as pas été sélectionné. Bon, j'espère qu'avec cette vidéo, ça fera la différence. On va faire un peu de pub. En tout cas, vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, même TikTok. Notre chaîne YouTube, Moyenne Mentale TV. N'hésitez pas, comme d'habitude, un petit pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit retour de votre part. Et puis on se dit à la semaine prochaine après ce fameux Luxembourg-Portugal. Ciao, ciao. Salut.